変わるわよ。Salut tout le monde et avant tout, bonne année 2023 et bienvenue pour cette nouvelle rétrospective dédiée à la guerrière de l'amour Cutie Honey, connue chez nous sous le nom de Chérie Miel, que l'on a découvert dans le dessin animé éponyme. Alors avant d'être un dessin animé, attisant le fantasme des jeunes garçons prépubères que nous étions, Cutie Honey est d'abord un manga créé par Go Nagai, le papa de Goldorak. Ou plutôt, il serait plus juste de dire que les deux supports ont été créés en même temps. Et pour parler de tout cela, je vous propose une petite rétro en deux parties. Dans la première, je m'intéresserai à la jeunesse du personnage, c'est-à-dire à ses origines, la version papier et le premier dessin animé. Et dans la deuxième, on verra son héritage, c'est-à-dire tout ce qui a suivi, manga animé et live action. Cutie Honey est donc une création originale de Go Nagai publiée dans le Weekly Shonen Champion du 1er octobre 1973. Je ne vous présente pas Go Nagai, auteur prolifique qui est tellement précurseur de plein de choses qu'il mérite une rétro dédiée que je ferai un jour. Sachez simplement qu'il est l'auteur de nombreux mangas comme Mazinger, Great Mazinger, Grandinzer, donc Goldorak chez nous, et plein d'autres robots. Il est aussi l'auteur de Bomber X, de Devilman, et de Violent Jack, une des nombreuses inspirations de Ken le Survivant. Et donc, après s'être attaqué au monde des robots, Go Nagai décide de se lancer dans celui des Magical Girls. Alors il y avait Sally la petite sorcière à l'époque, Caroline, Himitsuno Ako-chan, ou encore Mako la petite sirène, et quelques autres. Et ben Go Nagai balaye tout ça, et il introduit un genre nouveau, fini la Magical Girl enfant, bonjour la Magical Girl sexy pour notre plus grand plaisir de jeune ado. Cela étant, à la base, Cutie Honey était plutôt du genre shonen. Elle est même considérée comme la toute première héroïne solo de shonen par son auteur. C'est progressivement qu'elle s'est aussi classée dans la catégorie Magical Girl, la première d'une lignée de combattantes à l'image de Sailor Moon de nombreuses années plus tard. Pour créer sa série, Go Nagai s'est inspiré principalement de 3 œuvres liées les unes aux autres. Alors j'exclus très rapidement Maria de Metropolis, qui est une source d'inspiration évidente pour me concentrer sur la production japonaise. D'abord, la série de films Banai Taro, apparu dans les années 40 et qui met en scène un détective pouvant avoir 7 visages différents. Retenez bien le chiffre 7. Ensuite, Seven Color Mask, qui est une série tokusatsu, la première série de super-héros de la Toei, diffusée à partir de 1959, qui marque les débuts de l'acteur célèbre Sonny Shiba, dont j'ai déjà parlé dans la rétro Gatchaman. Dans cette série, le héros est également un jeune détective, maître du déguisement et notamment celui de Seven Color Mask, donc un super-héros au masque doré. Et puis enfin, il y a Rainbow Man, un dérivé de la série précédente qui est également la première série TV de super-héros créée par la Toho et diffusée à partir de 1972. Alors dans la série, le héros est surnommé Warrior of Love, comme Chérie Miel. La grande différence avec la précédente série, c'est que le héros n'a pas de simple déguisement. Il se transforme complètement et représente différents éléments comme la lune, le feu, le soleil, en lien également avec les 7 jours de la semaine. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en rapport avec le titre. Rainbow Man n'a pas influencé que Chérie Miel. Saviez-vous que le projet Megaman, le jeu vidéo ultra populaire de Capcom, avait envisagé de s'appeler Rainbow Man au début de son développement? Et oui, la référence à la série est évidente puisque le principe même de Megaman est l'utilisation de capacités différentes, propres aux identités de ses adversaires. Étonnant, non? Vous voyez, cette transformation, comme le manga Cutie Honey, le terme Warrior of Love, comme je vous l'ai dit, qui fait écho au surnom identique de notre Magical Girl, les influences sont claires. Fort de ses inspirations, Go Nagai va également puiser dans 2 de ses anciennes séries. D'abord, Arenshi Gakuen, l'école impudique chez nous, un manga érotico-comique, publié dans Weekly Shonen Jump et se déroulant dans une école. Premier grand succès de Go Nagai, dont l'aspect lubrique et coquin est repris dans Chérie Miel, bien évidemment. Deuxième manga, la famille Abashiri, qui conte les histoires d'une famille de mafieux et plus particulièrement de la fille, Kikonosuke, experte en combat, qui non seulement perd régulièrement ses vêtements, mais présente une singulière ressemblance avec Chérie Miel. Le mélange de toutes ces influences va permettre la naissance alors de la guerrière de l'amour, Cutie
Oni. Ce qui est intéressant avec cette série, c'est que le matériel de base est très léger au final, seulement un petit manga en 2 volumes, et pourtant, cette héroïne est très célèbre et a fait l'objet d'une exploitation régulière à partir des années 90. Car Chirimiel, c'est donc par ordre chronologique pas moins de un manga et un dessin animé sorti en 1973, un nouveau manga en 92, une série d'OAV sortie en 94, New Cutie Honey, une autre série animée en 1997, Cutie Honey Flash, 3 nouveaux mangas entre 2001 et 2006, un film live sorti en 2004 accompagné de 3 OAV, une série live sortie en 2007, un autre film live en 2016 et une autre série animée sortie fin 2017. Mais ce n'est pas tout, il y a également des pièces de théâtre, des crossovers comme Cutie Honey versus Abashiri Ika, donc la famille Abashiri, ou encore Cutie Honey versus Devilman Lady. Cutie Honey apparaît également de manière particulière dans Violent Jack, je vous le laisse découvrir, et pour les plus curieux d'entre vous, on peut la retrouver dans Goldorak. Eh oui, dans Goldorak. Ça vous intrigue, hein? Allez, je vais préciser un petit peu. Bon, en réalité, elle apparaît dans une sorte de reboot crossover complètement what the fuck, appelé Grandizer Giga. Écrit par Go Nagai, eh bien, il s'avère que dans cette histoire, Benusia, la fille de Rigel, est en réalité Cutie Honey. Et elle se transforme en guerrière de l'amour pour affronter les nombreux ennemis qui parsèment ce manga. C'est clairement du Go Nagai en roue libre complète, des choses que finalement il fait assez souvent, de mélanger un peu tous ces univers et de faire des trucs complètement délirants. On le verra aussi dans la deuxième partie. Et puis, je n'en parlerai pas, mais veuillez noter aussi qu'il existe une version masculine appelée Cutie Honey Boys, où c'est un androïde bien masculin qui reprend la succession de Cutie Honey. Bref, il y a beaucoup de choses et certainement que j'en oublie, mais ce sont ces œuvres que j'ai décidé de présenter et on commence tout de suite avec le manga. Donc Cutie Honey apparaît très exactement pour la première fois dans le numéro 41 de Shonen Champion le 1er octobre 1973. La série papier est de courte durée, seulement quelques mois, puisqu'elle disparaît l'année suivante en avril et fera l'objet d'une édition en 2 volumes, traduit en France de nombreuses années plus tard. On y découvre les exploits de Honey Kisaragi, une jeune gynoïde, c'est-à-dire la version féminine d'un androïde. Elle a 16 ans, et démarre ses aventures dans l'école Sainte-Chapelle pour filles. Dès le début, son père et créateur est assassiné par une organisation mystérieuse, les Panther Claw, dirigée par Panther Zora, mais qui ne s'oppose pas directement à notre Cutie Honey. En effet, l'organisation est internationale et c'est Sister Jill, le principal antagoniste qui dirige la branche japonaise. Cette organisation criminelle est à la recherche des objets les plus rares du monde et il s'avère que l'appareil permettant la transformation de Cutie Honey en fait partie. Très rapidement, notre héroïne découvre alors ses origines et ses pouvoirs qui vont lui permettre d'affronter de multiples ennemis, principalement féminines, aussi terribles les unes que les autres. Plus précisément, Cutie Honey peut se transformer et prendre une nouvelle identité en criant Honey Flash. Elle acquiert alors les capacités de l'identité qu'elle utilise, et sa transformation principale n'est autre que la célèbre guerrière aux cheveux roux, munie d'une épée et qui est ultra sexy. Évidemment, toutes ces transformations sont un prétexte pour voir une jeune fille dénudée, et dans le manga, il y en a des pages et des pages. Rien que la première transformation tient sur 5 pages, dont 3 pleines, où l'on voit l'héroïne entièrement nue, et je vous les mets pour le plaisir des yeux. C'est à partir de ce moment-là que l'on découvre que Cutie Honey dispose de cette identité, comme dans les œuvres que j'ai citées. C'est ce qui est dit au début du manga. Mais au final, ce sera bien plus, car déjà dans le manga, la règle est très clairement bafouée, et elle le sera encore plus dans les séries animées qui suivront. Apparaît également à ses côtés Danbei Ayami, dont vous connaissez les traits physiques, puisqu'ils sont utilisés pour Rigel dans Goldorak, donc d'ailleurs qui s'appelle en japonais dans Goldorak, Danbei Makiba. Néanmoins, celui-ci doit d'abord son apparence à Daemon Abashiri, membre de la famille Abashiri que je citais tout à l'heure. L'influence vient de là. Ce dernier a 2 fils, Sheiji, journaliste, qui est le personnage le plus proche de Chirimiel et qui l'aidera dans ses aventures. Et ensuite, il y a Junpei, le plus jeune, qui ressemble à Mizar dans Goldorak, et basé lui aussi sur un personnage de la famille Abashiri. Et oui, Go Nagai aime bien recycler ses personnages. Globalement, l'histoire n'est pas aussi légère que l'on pense. Certes, l'aspect particulièrement coquin, mêlé à une structure narrative très courte, très second degré, peut laisser paraître un manga sans profondeur. C'est d'ailleurs la lecture que l'on peut avoir aujourd'hui, mais il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1973, à l'époque les héroïnes du Japon c'est des petites filles, et Go Nagai introduit une jeune femme complètement impudique, tout en étant particulièrement innocente et candide. Ce qui ne manque pas de créer des situations particulièrement loufoques, notamment avec ces 2 pervers que sont Danbei et son fils cadet. Et Go Nagai dans cette série va très loin, va même trop loin dans les relations entre protagonistes. Je m'explique. Il y a une scène que je trouve assez choquante. Cutie Honey dans le manga
est épuisée par ses nombreuses transformations et combats. Et elle a besoin de se régénérer et de manger. Et bien il s'avère qu'au cours d'un combat, elle n'a pas la possibilité de se régénérer, elle est épuisée, et pour échapper à ses ennemis, elle décide de se cacher. Elle va donc colorer sa peau pour imiter la couleur d'une statue, mais en conservant sa structure charnelle, et une fois fait, elle va se poser au milieu d'une fontaine sans bouger. Les ennemis lui passent autour, elle y reste un long moment, et voilà qu'arrive ce vieux pervers de Danbei et son fils Junpei. Ils voient la statue et font ce que n'importe qui fait quand il voit une statue au milieu de l'eau. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah vous traversez, hein, comme eux. Bah voilà, c'est ce qu'ils font, ils traversent, ils montent sur la statue, ils la caressent, la plottent et lui font des bisous tout partout, tout en s'interrogeant et en soulignant la nature du corps chaud et humide qu'ils sont en train de tripoter, et sa très forte ressemblance avec leur copine. Réalisez quand même, hein, l'auteur a mis en scène un plotage père-fils sur une jeune fille de 16 ans, sans compter que le gamin, il a 12 ans. C'est un moment très gênant du manga. Au-delà de ça, le manga a aussi ses moments sombres. La violence y est très présente, même si elle est abordée de manière décalée et grand-guignolesque. Les morts sont nombreuses, notamment dans le second volume. Et puis il y a des thématiques naissantes qu'on n'était pas habitué à voir à l'époque, notamment l'homosexualité, puisque Sister Jill en pince grave pour Cutie Honey, et ça c'est sans compter les relations de Cutie et ses camarades de classe. Vous l'avez compris, c'est donc un manga particulier qui se lit vite, et qu'il est intéressant de découvrir en se resituant dans le contexte de l'époque. On connaît le manga principal de Go Nagai, mais il s'avère que Cutie Honey a aussi fait l'objet de versions parallèles en 73 et les années suivantes. On en recense pas moins de 7 supplémentaires. Une première version est l'œuvre de Ken Ishikawa, co-créateur de Getter Robot, avec Go Nagai, a été publiée dans la revue Hobuken et tient dans un seul petit volume. C'est une adaptation un peu plus fidèle à la série animée, on retrouve les mêmes personnages et notamment des monstres beaucoup plus proches du dessin animé. Et puis, Ken Ishikawa en a publié une seconde version dans un magazine dédié aux films TV. Nous avons également Yu Okazaki, assistant de Go Nagai, qui a également travaillé sur Grandinzer et qui a lui aussi travaillé sur 2 versions, dont l'une a été publiée dans la revue TV Magazine, sans qu'elle ne fasse l'objet d'une réédition en volume à ma connaissance. L'une était une version un peu plus comique, tandis que l'autre était une version un peu plus sérieuse, en rapport avec la série télé. D'ailleurs, la structure narrative est vraiment calquée dessus avec la fameuse séquence où Honey rappelle toutes ses transformations avant de tataner la méchante. 2 autres artistes ont également publié dans des magazines des versions colorisées de Cutie Honey. Il s'agit de Yoshiko Suganuma et Shizoku Beppu. Les 2 histoires sont plutôt comiques, plutôt adaptées pour les enfants. Cutie Honey ne tue personne et se débarrasse de ses ennemis de façon assez rigolote. Et enfin, je terminerai par Masatoshi Nakajima, qui avait son propre manga dans la revue TV Land. Celui-ci basé également sur la série télé. À noter que ce manga-là détient une véritable fin dans laquelle Cutie Honey va battre l'organisation Panterclos. 12 jours seulement après la sortie du premier chapitre, le 13 octobre 1973, sort à la télé la série animée. Ce qui fait donc que les 2 œuvres ont été pensées et créées dans le même laps de temps avec des influences mutuelles. Par exemple, selon les dires de Go Nagai, à l'origine, Cutie Honey était plutôt pensé comme un shoujo avec moins de violence et de nudité et toute une panoplie de poupées changeantes en produits dérivés. Mais bon, comme le créneau horaire des shoujo, soit la semaine à 19h prévu initialement, a été repris, Cutie Honey a finalement été programmé pour le samedi soir 20h30 dans une émission qui avait diffusé Devilman. Horaire où l'on pouvait se permettre beaucoup plus de choses, du coup Cutie Honey évolue en shonen. Bienvenue donc à la première guerrière magique sexy, née d'un embouteillage sur les grilles horaires. Bon, le synopsis général de la série est sensiblement le même que celui du manga. Cutie, Honey, gynoïde, Honey, flash, transformation, gros sein, tout ça. Il y a quelques arcs narratifs supplémentaires, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. La sexualité reste très présente, même si elle est un peu plus cachée, et même dès le premier épisode, l'homosexualité est représentée au travers d'Alphonsine, une enseignante éprise de Cutie. D'ailleurs, même si on ne le voyait pas trop quand on était enfant, c'est assez malsain avec le recul quand on y pense, car elle ne cesse de vouloir se taper la petite étudiante qui, je le rappelle, n'a que 16 ans. Tu es si fraîche, si jeune et si belle, c'est pas comme cette mademoiselle Algol. Les Panterclos sont toujours à la recherche du catalyseur multiplicateur au sein du corps de Chéri Miel. Et chaque épisode est l'occasion de découvrir un nouveau monstre, un peu à la manière de Goldorak. En France, les noms sont plus ou moins francisés, bien évidemment. Par exemple, Sister Jill devient Drastica, Cutie Honey, vous le savez, devient Chéri Miel. Comme dans le manga, c'est très sexualisé, même si les transformations s'attardent un peu moins longtemps sur la poitrine de l'héroïne. Et puis pour conserver un certain rythme, on passe parfois d'un déguisement à l'autre, juste en changeant de plan. Alors que dans le manga, tout est toujours montré, mais rassurez-vous, on y a le droit quand même. Y compris le lot de pervers qui va avec. N'est-ce pas Junpei? Ce qui est intéressant, c'est de voir qui compose l'équipe de réalisation de la série. C'est ainsi qu'au character design et à l'animation, on retrouve un certain Shingo Araki, qu'on ne présente plus pour son travail sur Senseiya, et qui en est à ses débuts même s'il commençait déjà à avoir un bon CV.
Et pour vous fans de Senseiya, cette série est super importante, car c'est sur cette série que Shingo Araki rencontre Michi Himeno, qui voulait absolument travailler avec lui. Bon allez, j'avoue, j'idéalise un peu la série. Si leur rencontre a lieu à ce moment-là, elle n'est pas directement liée à Cherry-Miel. Les personnages, notamment Cherry-Miel, sont plutôt soignés pour un dessin animé de 1973. Bon, par contre, ils se cassent pas la tête avec les décors parfois complètement inexistants. Du côté des capacités de notre héroïne sexy, il faut bien avouer que le spectateur est trop souvent confronté au syndrome du « ta gueule, c'est de la magie ». Cherry-Miel spécial! Car si dans le manga Cherry-Miel pouvait être limité énergétiquement parlant, remettant ainsi en cause sa capacité de transformation, propice à de nombreux rebondissements scénaristiques, comme l'histoire de la statue, il n'en est quasiment rien dans le dessin animé. Et c'est même pire car Cherry-Miel sort des pouvoirs d'Onsezu pour s'adapter au combat, chose qu'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres animés plus tard. La musique est composée par Takeo Watanabe, très prolifique dans le domaine de l'animation puisqu'il a travaillé sur Heidi, Candy, ou encore Mobile Suit Gundam. Alors moi j'aimais beaucoup l'OST qui sentait bon les années 70, comme ce thème qui tourne en fond de vidéo. C'était, je trouve, plutôt réussi. Le générique, quant à lui, est chanté par Yoko Maekawa. Il est très célèbre et est repris dans quasiment toutes les occurrences de Cherry-Miel. Bon, moi, en ce qui me concerne, ma version préférée, c'est celle de Kumikoda, que j'utilise parfois dans ma playlist pour courir. En France, il a fallu attendre 15 ans pour découvrir Cherry-Miel en 1988 dans le Club Dorothée avec un chouette générique interprété par Bernard Denimal. Alors les paroles sont pas du tout les mêmes, elles sont plutôt coquines dans l'original et bien plus soft dans la version française, une autre époque. De souffrir, on finit par grandir. Quant au doublage, assuré par la Sophie, il n'est pas d'une très grande qualité, il faut bien l'avouer, du moins au début. On sent peu d'enthousiasme et la synchro des combats n'est pas terrible. La doubleuse écrit n'importe comment. Et ça, c'est sans compter les erreurs de casting. Non, je vais rester pour te protéger. Oui. Et tant pis si je meurs au service de la princesse. Allons, bon, il manquait plus que ça maintenant. En ce qui me concerne, la série a très bien fonctionné sur moi et j'en ai de très bons souvenirs. Chaque transformation c'était un plaisir et comme je vous le disais en intro, il y en avait plus que 7 au final. D'ailleurs, chaque épisode était un peu construit de la même façon. Cherry-Miel évoluait en prenant plusieurs identités, puis elle rencontrait le boss de fin, elle faisait un récap de toutes les transformations de l'épisode avant de prendre son apparence de guerrière de l'amour. J'étais fou, et s'il y avait plusieurs transformations, il y en avait qui revenaient assez régulièrement comme dans le manga. Citons par exemple Hurricane Honey, la pilote, Misty Honey, la rockstar, Flash Honey, la reporter, Fancy Honey, la top modèle, et bien sûr, Cutie Honey. Après, elle en a eu plein d'autres, une sirène, un pirate, un bossu, une clocharde, plein d'autres. Le bestiaire d'ennemis était assez conséquent également, et plutôt marquant. Voir certaines de ces belles femmes se transformer en monstruosité à la sexualité débordante, ça marque un gamin de 8 ans. La plupart du temps, à la fin de chaque épisode, Sister Jill invoque la bestiole qui affrontera Cutie Honey dans l'épisode d'après. La série se termine par la mort de Sister Jill, et Cherry-Miel découvre l'existence de Zora. Mais non, pas elle. Panthère Zora, une méchante. Là, c'est une rousse. Pas méchant, une rousse. Bref, elle découvre l'existence de Zora, annonçant ainsi une suite qui ne viendra pas tout de suite. Car, comme pour le manga, la diffusion fut éphémère à cause des polémiques que cela suscitait, seulement 25 petits épisodes, et Cherry-Miel sera placardisé quelques années avant de revenir dans les années 90. Et ça, c'est ce que je vous raconterai dans la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous.